Tu ouvres les yeux, mais tu n'es pas vraiment là. Ton cerveau est encore embué, ton corps hésite, ton esprit cherche un point d'ancrage. Et pendant que tu émerges doucement, quelque chose d'invisible a déjà commencé. Une accélération intérieure. Une agitation que tu n'expliques pas, mais que tu ressens chaque matin. Une pression diffuse, comme si la journée avait pris de l'avance sur toi. Tu regardes ton téléphone. Une notification, 2:32. Tu lis sans vraiment lire, tu scrolles sans but. Tu avales déjà de l'information, du stress, des comparaisons, alors que ton esprit n'a même pas encore eu le temps de s'installer. Tu te sens derrière, en retard, en dette de quelque chose. C'est là, dans ces premières minutes, que tout bascule. Ce chaos matinal, tu le connais, tu le vis. Mais tu ne savais peut-être pas qu'il te coûte bien plus que tu ne le crois. Des chercheurs de Harvard ont montré que 46,9% du temps, notre esprit vagabonde, souvent vers des pensées négatives. Et ce vagabondage mental commence au réveil. Tu te lèves, mais ton esprit est déjà ailleurs, ce qui provoque une baisse de concentration, une diminution du sentiment de bien-être et une hausse de l'anxiété dès les premières heures du jour. Ce n'est pas une sensation, c'est un mécanisme. Ton cerveau passe brutalement d'un état de rêve à un flot de stimulations externes, sans transition. Résultat, tu réagis plus que tu ne choisis. Or, selon les neurosciences, les 20 premières minutes du réveil sont appelées l'état alpha, une fenêtre ultra précieuse où le cerveau est malléable, influençable et extrêmement réceptif à ce que tu lui offres. Si tu lui offres du stress, il l'absorbe. Si tu lui offres de la clarté, il s'en imprègne. Les stoïciens l'avaient compris bien avant la science. Marc Aurèle écrivait chaque matin dans son journal, pas pour se plaindre, mais pour préparer son esprit. Il se rappelait que la journée serait rude, que les gens seraient égoïstes, que la vie ne serait pas parfaite. Et il acceptait. Il installait la paix, non par naïveté, mais par lucidité. Il ne laissait pas le chaos extérieur le transformer. Il choisissait sa forme intérieure avant de sortir dans le monde. Aujourd'hui, des milliers de personnes reprennent ce principe à leur manière. La routine matinale n'est pas un luxe de gourou du développement personnel. C'est une nécessité biologique et mentale. James Clear, auteur d'Atomic Habits, le dit clairement. Vous ne vous élevez pas à la hauteur de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Et tout système commence par un matin. Tu veux des chiffres? Une étude de l'université de Nottingham a démontré que les personnes qui vivent leur matinée dans la confusion ou la précipitation ont un taux d'irritabilité supérieur de 61% dans les heures qui suivent. À l'inverse, 10 minutes de calme ou de réflexion guidée suffisent à réduire l'activité de l'amygdale, la zone du cerveau liée à la peur et au stress. Moins de cortisol, plus de clarté. Mais le plus troublant, c'est peut-être ceci. Des psychologues de l'Université de Toronto ont observé que les personnes qui pensent avec intention dès le réveil, c'est-à-dire qui orientent volontairement leur esprit, développent une résilience plus élevée sur les 6 mois suivants, même sans changer le reste de leur mode de vie. Le matin devient un levier, pas un détail. Et pourtant, tu te lèves souvent comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Comme si tu pouvais te permettre de te noyer dans les réseaux, dans les mails, dans la vitesse, dès les premières minutes. Mais ce que tu gagnes en immédiateté, tu le perds en stabilité. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour renverser ce mécanisme. Ce que tu ressens le matin, cette tension, cette impression d'être perdu avant même de commencer, elle n'est pas une fatalité. C'est un signal, un appel à l'ajustement. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as besoin de comprendre que tes premières minutes sont sacrées, parce qu'elles t'appartiennent encore, parce qu'elles ne dépendent que de toi, parce qu'elles sont l'un des seuls moments où tu peux installer ce que tu veux vraiment ressentir, avant que le reste du monde ne t'impose sa version des choses. Ce moment est court, mais puissant. Le corps se reconnecte à lui-même. Le cerveau apprend, intègre et programme déjà le ton de la journée. Et ce ton, c'est toi qui le donnes. Pas avec des affirmations magiques, mais avec des gestes simples, des pensées justes, une présence réelle. Comprendre cela, c'est comprendre que le réveil n'est pas un simple automatisme. C'est une opportunité. L'occasion de ne plus être dominé par le tumulte, mais d'y entrer avec maîtrise. Ce matin, comme tous les matins, tu tiens entre les mains un levier minuscule, invisible, mais décisif. Celui qui transforme le chaos en calme, la réaction en intention et la confusion en ancrage. Tu es réveillé, mais ton esprit ne l'est pas encore vraiment. Il cherche des repères. Et s'il ne les trouve pas en toi, il les cherchera ailleurs.
Le mental est comme un cheval lancé sans cavalier. Il va où l'instinct le mène. Il retourne dans les soucis non résolus. Il saute sur les distractions. Il fabrique des peurs avec du vent. Et toi, tu crois penser, alors qu'en réalité, tu subis. Tu n'es plus aux commandes. C'est ici que tout se joue. Ce moment où tu peux choisir, laisser ton esprit courir dans toutes les directions ou reprendre doucement les rênes. Ce n'est pas une question de volonté brute, c'est une question de direction posée avec calme, une orientation mentale. Selon le docteur Joe Dispenza, neuroscientifique et auteur reconnu, 95% de nos pensées quotidiennes sont identiques à celles de la veille. Cela veut dire qu'au réveil, ton cerveau ne cherche pas de nouveautés. Il cherche à rejouer la même scène, les mêmes peurs, les mêmes automatismes, les mêmes frustrations. Il veut revivre ce qu'il connaît, même si ce n'est pas ce que tu veux. Et si tu ne coupes pas ce cycle dès le matin, tu recommences. Encore et encore. Les stoïciens, eux, ne laissaient pas cette porte ouverte. Ils savaient que l'esprit doit être cadré, non par la force, mais par le rappel de l'essentiel. Le philosophe Épictète parlait de gouverner l'esprit avant qu'il ne se laisse gouverner par le monde. Chaque matin, il conseillait d'interroger nos pensées, nos intentions, nos jugements. Pas pour tout contrôler, mais pour reprendre la maîtrise de notre interprétation du réel. Alors comment on fait? Par quoi on commence? Ce n'est pas forcément par la méditation, ni par une longue routine. On commence par un geste intérieur très simple, l'observation. Tu te réveilles et tu regardes. Quelles sont les premières pensées qui arrivent? Est-ce que ce sont des inquiétudes, une excitation inutile, une fuite? Tu ne les combats pas, tu les reconnais. Tu fais ce que les stoïciens appelaient le discernement. Tu nommes ce qui n'est pas toi, ce qui est juste un nuage qui passe. Et c'est déjà une victoire. Car au moment où tu observes, tu n'es plus l'objet de tes pensées. Tu redeviens sujet. Des études en pleine conscience montrent que le simple fait d'observer ses pensées dès le matin réduit les réactions impulsives sur toute la journée, augmente la sensation de maîtrise et réduit la charge émotionnelle face aux imprévus. Ce n'est pas symbolique, c'est mesurable. D'autres études, comme celle de l'Université de Californie, révèlent que les personnes qui pratiquent une intention consciente dès les premières minutes, se rappeler ce qu'elles veulent vivre, comment elles veulent se sentir, développent une meilleure mémoire de travail, une attention accrue et une stabilité émotionnelle plus forte, même face au stress. C'est ça, reprendre le pouvoir. Pas dominer, pas supprimer les pensées négatives, mais choisir le terrain mental sur lequel tu commences ta journée. Ce terrain, tu peux le poser avec des questions simples. Que suis-je en train de nourrir? Est-ce que cette pensée me sert ou me consomme? Est-ce que je suis déjà dans le futur ou bien ici? Tu ne cherches pas à tout résoudre. Tu cherches à voir clair, à sortir de l'automatisme. C'est une discipline douce, mais puissante. Et elle change tout. Parce que dans un monde où tout va vite, où tout veut ton attention, choisir ce à quoi tu penses dès le réveil, c'est une forme de liberté rare, une forme d'élégance intérieure. Tu n'es plus le jouet des événements. Tu deviens l'observateur de ton propre paysage mental. Et c'est là que l'on commence à sentir une vraie différence. Moins d'empressement, moins de réaction, plus de calme. Et ce calme, c'est un espace. Un espace qui permet de répondre au monde au lieu d'y réagir aveuglément. Chaque jour, tu as cette capacité, ce moment unique où tu peux poser ton esprit comme on pose une fondation, non pas pour fuir la complexité de la journée, mais pour l'accueillir avec lucidité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de t'ancrer. Car tant que c'est ton esprit qui te contrôle, tu seras ballotté partout. Mais dès que c'est toi qui le regardes, tu reprends les rênes, doucement, puissamment. Tu n'as encore rien fait. Tu es réveillé, mais tu ne t'es pas encore levé. Et pourtant, tout commence déjà à s'agiter dans ta tête. Des images, des obligations, des visages, des conflits à venir, des décisions à prendre. C'est là, sans filtre, dès les premières secondes. Tu ne sais pas encore si tu es prêt à affronter cette journée, mais elle a déjà commencé sans toi. Tu ressens cette tension, ce léger mal de ventre, cette accélération du cœur, ce nuage flou d'anticipation. Tu n'es pas seul. Selon une étude de l'American Psychological Association, plus de 65% des adultes déclarent ressentir du stress dès le matin, avant même de quitter leur lit. Et le pire, c'est que ce stress n'est pas lié à ce qui se passe, mais à ce que ton esprit imagine qui va se passer. Tu es déjà en train de revivre hier,
de simuler des disputes, de ruminer des échecs à venir. Et tout ça sans bouger un seul muscle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme. Le cerveau humain est conçu pour anticiper les menaces. Il scanne, il projette, il dramatise. Et au réveil, dans l'état mental flou entre sommeil et veille, ce mécanisme est encore plus fort. Tu vis des combats imaginaires avec des émotions bien réelles. Marc Aurèle faisait face à ce même phénomène, et lui aussi avait ce réflexe d'anticipation. Mais il avait une stratégie. Chaque matin, avant même de se lever, il pratiquait ce qu'on appelle aujourd'hui un examen anticipé. Il se disait à lui-même « Je vais aujourd'hui rencontrer des gens égoïstes, agressifs, impolis. Mais je choisis de rester calme parce que je comprends qu'ils agissent ainsi par ignorance. » C'était sa manière de désamorcer le choc émotionnel avant qu'il ne se produise. Une sorte de vaccination mentale. Il se préparait non pas à se battre, mais à rester stable. Et ce n'est pas juste une belle idée philosophique, c'est prouvé. Des recherches en psychologie, notamment à l'université de Columbia, ont démontré que les personnes qui pratiquent une forme d'anticipation lucide, en visualisant les défis de la journée sans dramatiser, développent une meilleure tolérance au stress, une meilleure gestion émotionnelle et sont moins susceptibles de réagir impulsivement. Elles ne suppriment pas les émotions, elles les voient venir. Cette méthode a été reprise dans les cercles de performance. Barack Obama, par exemple, avait l'habitude de commencer ses journées par une séance de réflexion calme, seul, pour envisager les scénarios probables. Pas pour tout planifier, mais pour entrer dans la journée avec un pas d'avance. Il disait souvent que le chaos n'est pas évitable, mais l'impréparation l'amplifie. Même chose pour des entrepreneurs comme Tim Ferriss, auteur de La Semaine de 4 heures, qui pratique chaque matin un exercice stoïcien appelé préméditation des malheurs. Il imagine ce qui pourrait mal se passer dans la journée, non pour s'inquiéter, mais pour affaiblir l'impact émotionnel si cela arrive vraiment. Et il affirme que cette habitude a réduit son anxiété de plus de 60%. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau ne fait pas totalement la différence entre une situation vécue et une situation visualisée avec émotion. En te préparant mentalement à rencontrer des obstacles, tu crées des circuits de réponse calmes. Tu entraînes ton système nerveux à rester stable. Tu n'éradiques pas l'inattendu. Tu désarmes juste sa capacité à t'ébranler. L'examen matinal peut prendre 1000 formes. Mais au fond, c'est toujours la même chose. Un moment où tu regardes ta journée en face avant qu'elle ne t'avale. Tu poses des questions simples. Qu'est-ce qui risque de me perturber aujourd'hui? Qui ai-je du mal à supporter? Quels défis vont tester ma patience, mon calme, mon intégrité? Et comment vais-je choisir d'y répondre? Tu ne peux pas prévoir tous les détails, mais tu peux préparer ton état d'esprit. Et ce simple réflexe modifie profondément ton comportement. Tu es moins surpris, moins blessé, moins envahi. Tu deviens observateur là où d'autres réagissent en boucle. Ce n'est pas un blindage, c'est un art de l'ouverture consciente. Une façon de dire à ta journée « Je t'ai vu venir et je suis prêt ». Et plus tu pratiques cet examen, plus tu constates un effet secondaire puissant, la clarté. Tu cesses de courir après des choses floues, tu choisis ce qui compte, tu acceptes ce qui ne dépend pas de toi, et tu avances, non dans la peur, mais dans l'ancrage. Ce que Marc Aurèle faisait avant de poser le pied au sol, ce n'était pas un exercice mental abstrait, c'était un acte de souveraineté intérieure. Et dans un monde qui veut constamment voler ton attention, cette souveraineté vaut plus que jamais. Tu sors du lit, à peine réveillé, et ton esprit est déjà en train de parler. Pas avec des mots clairs, mais avec des jugements. Tu sens que quelque chose pèse. Une voix discrète te dit que tu es déjà en retard. Une autre te rappelle une erreur passée. Une autre encore te montre tout ce que tu ne contrôles pas. C'est diffus, mais bien présent. Et tu avances dans ta routine avec cette impression sourde. Tu n'es pas vraiment en paix. Ce dialogue intérieur, il est là tous les matins. Et souvent, tu ne le remarques même pas. Pourtant, il te pilote. Il façonne ta posture, ton humeur, ta lucidité. Selon l'Institut Beck de thérapie cognitive, nous produisons entre 12 000 et 60 000 pensées par jour, et plus de 80% sont négatives ou répétitives. Ces pensées ne sont pas neutres, elles forment le climat intérieur de ta journée. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que tu peux y répondre. Pas avec de la pensée positive superficielle, mais avec des affirmations stoïciennes, des phrases courtes, concrètes, conçues non pour te motiver, mais pour te rappeler ce qui est vrai. C'est toute la nuance. Ces phrases ne cherchent pas à te booster, elles cherchent à te réaligner. Marc Aurèle chaque matin se répétait des vérités simples.
des vérités qui agissent comme des ancres. Par exemple, ce qui m'arrive ne dépend pas de moi, mais ma réponse, si. C'est une phrase qu'il écrivait et qu'il réécrivait. Pas pour se convaincre, pour ne pas oublier. Et c'est là la fonction première d'une bonne affirmation. Rétablir le contact avec l'essentiel dans un monde qui t'en détourne sans arrêt. La science l'a prouvé. Une étude publiée dans Social Cognitive and Affective Neuroscience a montré que les affirmations conscientes activent le cortex préfrontal ventromédian, une zone du cerveau impliquée dans la régulation des émotions et le sentiment de valeur personnelle. En d'autres termes, se parler avec clarté réduit la charge émotionnelle de la journée. Pas besoin de réciter 20 phrases devant un miroir. 3 suffisent. La première, je suis responsable de ce que je cultive à l'intérieur de moi. Pourquoi elle est puissante? Parce qu'elle redirige ton attention. Ce n'est pas ce que les autres font qui dicte ta paix intérieure. C'est ce que tu entretiens comme pensée, comme posture, comme réponse. En te répétant cette phrase, tu changes de posture. Tu passes de victime du contexte à gardien de ton espace mental. Cela réduit l'irritabilité, augmente la tolérance et favorise un sentiment d'autonomie réelle. C'est prouvé dans de nombreuses études en psychologie de la pleine conscience. La perception de contrôle intérieur est l'un des meilleurs prédicteurs du bien-être émotionnel. La deuxième affirmation, aujourd'hui il y aura du chaos, mais je ne suis pas obligé d'y participer. Simple et terriblement efficace. Tu ne nies pas le monde. Tu ne t'inventes pas une réalité édulcorée. Tu acceptes, tu constates, et tu décides de ne pas te confondre avec le bruit ambiant. Cette phrase agit comme un filtre. Elle te permet de voir l'agitation sans l'absorber. Le journaliste et auteur Ryan Holiday, dans The Daily Stoic, explique que cette forme d'acceptation active réduit l'hyperactivité mentale et l'épuisement moral. Et ce n'est pas une philosophie abstraite. C'est une méthode quotidienne utilisée par des dirigeants, des athlètes, des créateurs pour protéger leur clarté dans l'incertitude. La troisième affirmation, ce que je contrôle est petit, mais c'est tout ce dont j'ai besoin. Tu ne peux pas forcer les résultats, ni les gens, ni le temps. Mais tu peux contrôler ton attention, ton souffle, ta façon de parler, ta façon de réagir. Et ce petit territoire est en réalité immense. Les neuroscientifiques parlent ici de focus restreint et alignement exécutif. En réduisant ton champ d'action à ce qui est réellement entre tes mains, tu réduis l'angoisse, tu gagnes en efficacité, tu entres dans un état de calme opérationnel. C'est ce que pratiquent des personnalités comme Denzel Washington, qui répètent chaque matin des phrases simples sur la gratitude, la discipline, la concentration. Il dit lui-même « Je ne laisse pas les choses me gouverner, je choisis ce que je nourris dans mon esprit ». Ces affirmations ne sont pas là pour t'impressionner. Elles sont là pour te rappeler ton axe. Tu les ressens comme vraies. Tu les dis sans surjouer. Tu peux les écrire, les murmurer, ou juste y penser. Ce qui compte, c'est qu'elles viennent avant que le tumulte prenne toute la place. Parce que si tu ne choisis pas ce que tu penses, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre le fera pour toi. Et très vite, tu ne vivras plus ta journée. Tu la subiras. Mais avec 3 phrases, posées dès le début, tu peux reprogrammer ton état interne. Tu peux passer de l'agitation automatique à la présence intentionnelle. Et ce basculement discret est peut-être le changement le plus puissant que tu puisses enclencher aujourd'hui. Tu te réveilles. Tu as des pensées, des décisions à prendre, des émotions à gérer. Mais ton corps, lui, est à la traîne. Tu sens cette lourdeur, cette raideur dans les épaules, cette sensation d'être déjà fatigué alors que la journée ne fait que commencer. Et pourtant, tu fais comme tout le monde. Tu fonces, tu ignores, tu passes directement de l'esprit embrouillé à l'écran, du lit à la tension. Mais ce que tu oublies à ce moment-là, c'est que ton corps est ton premier outil de stabilité, pas ton esprit. Car sans ancrage physique, ton mental s'épuise, il tourne à vide, il s'accroche à tout ce qui passe. Et très vite, tu te sens désaligné, dépassé, désorienté. Les stoïciens le savaient. Pour eux, la sagesse n'était pas uniquement cérébrale, c'était incarné. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, insistait sur le lien entre discipline corporelle et clarté mentale. Il disait « La liberté commence par la maîtrise de son propre corps. Ce n'est pas une image, c'est une stratégie. » Aujourd'hui, les neurosciences confirment ce que les stoïciens pratiquaient il y a 2000 ans. Le mouvement matinal, même léger, a un impact immédiat sur le système nerveux autonome. Une étude de l'université de Bristol a démontré que 10 minutes d'activité physique modérée dès le réveil
augmente la vigilance, l'humeur positive et la capacité de concentration jusqu'à 3 heures après. Pas besoin de courir un marathon. Marcher, s'étirer, respirer profondément suffit. Mais ce n'est pas qu'une question de biologie, c'est une question de posture intérieure. Quand tu bouges ton corps avec attention, tu reprends le pouvoir sur ton rythme, tu fais comprendre à ton esprit que tu es maître du démarrage. Pas esclave de l'automatisme. Regarde des figures comme Jocko Willink, ancien Navy SEAL devenu auteur et conférencier. Tous les matins, à 4h30, il s'entraîne. Pas pour l'image, pour la structure. Il répète que ce moment est son point d'ancrage. Tu commences par la discipline physique, parce que c'est ce que tu peux contrôler. Et ça te donne l'élan pour contrôler le reste. Même chose avec Tim Cook, PDG d'Apple, qui commence chaque matin par de l'exercice physique, bien avant d'ouvrir ses emails. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des gens exposés à une pression énorme, qui ont compris que la maîtrise commence dans le mouvement, pas dans le mental. Tu n'as pas besoin de copier leur routine, mais tu peux comprendre le principe. Le corps est la porte d'entrée vers ton calme intérieur. Et ce lien est encore plus profond qu'on ne l'imagine. Le nerf vague, grand régulateur du stress et de l'équilibre émotionnel, est directement influencé par la respiration profonde, les étirements doux et le mouvement lent et intentionnel. Activer ce nerf dès le matin, c'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation du système nerveux. Tu ne combats plus le stress avec de la volonté, tu réglages ton système de base. Les anciens stoïciens intégraient cette conscience du corps dans leur quotidien. Marc Aurèle parlait de la nécessité de vivre en accord avec la nature. Ce n'était pas un slogan écologique, c'était un rappel fondamental. Ton corps est ta nature première. Et si tu ne l'écoutes pas, tu perds l'accès à toute forme de sagesse, car un esprit tendu dans un corps épuisé ne produit que de la confusion. Aujourd'hui, ce lien est redevenu vital. Dans une société ultra-cognitive où tout passe par l'écran, par le mental, on a oublié que le corps est la fondation. Et sans fondation, même la meilleure routine mentale s'effondre. Et il y a un autre effet que tu ne remarques pas tout de suite, mais qui transforme ta journée. Bouger consciemment le matin change ta posture face au monde. Littéralement, tu redresses le dos, tu ouvres la cage thoracique, tu respires plus profondément. Et ce changement postural modifie ton niveau de confiance, ton humeur, ta capacité à résister au stress. Ce n'est pas symbolique, c'est neurologique. Des études de l'Université de San Francisco ont démontré que la posture seule peut influencer l'équilibre hormonal, notamment la production de cortisol et de testostérone, en moins de 2 minutes. En d'autres termes, bouger ton corps te rend plus calme, plus clair, plus résilient. Ce n'est donc pas une étape à ajouter à ta routine. C'est le socle, la base invisible sur laquelle tu construis ta stabilité. Tu ne médites pas pour fuir, tu ne penses pas pour contrôler. Tu reviens à ton corps pour t'habiter vraiment. Et plus tu pratiques ce retour à toi, plus tu constateras une chose simple et puissante. Quand ton corps est stable, ton esprit suit. Quand ton souffle est lent, ton jugement s'éclaircit. Et quand tu commences par l'essentiel, tout le reste s'aligne naturellement. Tu as à peine commencé ta journée, et déjà, tout s'accélère. Les messages s'empilent, des notifications surgissent, des choses à faire, à répondre, à gérer. Tu ne sais plus par quoi commencer. Tu ouvres ton téléphone pour vérifier un détail, et 20 minutes plus tard, tu es encore là, happé. Tu fais, mais tu ne choisis plus. Tu avances, mais sans direction claire. Tu réagis plus que tu n'agis. Ce sentiment d'éparpillement, tu le connais, et il n'est pas anodin. Il te vole ton énergie, ton attention, ta clarté, et surtout, il t'éloigne de l'essentiel, de ce qui compte vraiment. C'est là que le stoïcisme entre en scène, non pas comme un concept moral, mais comme une méthode précise, définir l'essentiel, chaque matin, avant que le reste du monde ne le fasse à ta place. Marc Aurèle l'écrivait déjà. Fais peu, mais fais-le bien, et choisis avec sagesse ce que tu veux faire. C'est une boussole, pas une règle rigide. Un rappel vital que tu ne peux pas tout faire, tout gérer, tout absorber, et que vouloir tout faire, c'est déjà perdre le contrôle. La science appuie ce principe. Des chercheurs de Stanford ont démontré que le cerveau humain ne peut pas traiter plus de 2 tâches complexes en simultané sans perdre en performance. Dès qu'on dépasse ce seuil, notre efficacité s'effondre. Productivité en chute libre, clarté mentale brouillée, stress amplifié. Et pourtant, tu continues à croire que plus tu fais,
mieux tu avances. Mais c'est l'inverse. C'est le choix, pas la quantité, qui crée l'impact. Warren Buffett, l'un des hommes les plus concentrés de la planète, partage une méthode simple avec ses collaborateurs. Fais la liste des 25 choses que tu veux faire cette semaine. Garde uniquement les 5 plus importantes. Les 20 autres, ne les touche pas. Évite-les activement. Elles sont ta distraction déguisée en opportunité. Ce n'est pas de la théorie. C'est une stratégie de survie mentale. Ryan Holiday, auteur de The Obstacle is the Way et vulgarisateur du stoïcisme moderne, répète cette règle chaque matin. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est pas? Il ne laisse pas les demandes extérieures définir sa journée. Il commence par décider ce qui mérite son énergie. Et toi, est-ce que tu choisis ou est-ce que tu réagis? C'est toute la différence. Et elle commence par un rituel simple, la clarification matinale. Tu t'assois, tu prends 2 minutes et tu te poses cette question. Si je ne devais réussir qu'une chose aujourd'hui, laquelle me ferait avancer vraiment? Ce n'est pas du développement personnel à l'eau tiède. C'est une application directe d'un principe stoïcien fondamental. L'énergie est précieuse. Ne la gaspille pas. Les neurosciences le confirment. Selon une étude de l'Université de Californie, le cerveau perd jusqu'à 20% de sa capacité de concentration quand il jongle sans hiérarchie entre des tâches de priorité égales. Autrement dit, ne pas hiérarchiser cache t'auto-saboter. Et cette surcharge mentale a un nom, le bruit cognitif. Ce n'est pas le bruit autour de toi, c'est le vacarme en toi. Toutes ces choses ouvertes en même temps, comme des onglets de navigateur que tu n'as pas fermés. Et plus tu en laisses ouverts, plus ton cerveau chauffe. Plus tu te sens lent, confus, vidé. Le rituel stoïcien du matin, c'est de fermer les onglets mentaux inutiles, de dire « Je choisis de ne pas faire ça aujourd'hui, ce n'est pas mon axe, ce n'est pas ma mission. » Et à l'inverse, je vais mettre toute mon attention sur cette tâche, parce qu'elle m'aligne, elle m'avance, elle me construit. Steve Jobs, connu pour sa simplicité radicale, avait fait de cette idée un dogme personnel. Il répétait « Se concentrer, ce n'est pas dire oui, c'est dire non à 100 autres choses. » Et il l'appliquait chaque jour, dans ses vêtements, dans ses choix, dans son emploi du temps. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour faire pareil. Tu as besoin de clarté. Et cette clarté, elle se construit. Pas à la fin de ta journée, quand tu es déjà épuisé, mais au tout début, dans le calme, quand rien ne t'a encore bousculé. Tu prends un moment, tu te recentres, tu écris ou tu penses clairement, et tu choisis ce qui compte, ce qui est du bruit, et ce que tu vas ignorer, même si c'est séduisant. Ce geste-là, répété chaque matin, crée une vie plus simple, moins chargée, mais plus puissante, parce qu'elle avance dans une direction choisie, et non dictée. Kobe Bryant faisait toujours la même chose avant un match. Il fermait les yeux quelques secondes, respirait lentement et se répétait une phrase simple, une promesse intérieure. Pas pour gagner, pas pour écraser l'adversaire, mais pour se rappeler qui il voulait être sur le terrain. Il disait « Tu peux rater des tirs, tu peux faire des erreurs, mais tu n'as pas le droit de trahir ton propre standard. » C'était son serment. Et ce rituel, tu peux l'avoir aussi. Pas sur un terrain de basket, mais dans ta vie quotidienne. À ce stade de ta routine matinale, tu as repris le contrôle de ton esprit. Tu as anticipé les obstacles. Tu as activé ton corps. Tu as défini tes priorités. Il ne reste qu'une chose à faire, sceller l'intention. Ce moment, discret mais fondamental, est ce que les stoïciens pratiquaient comme un engagement envers soi-même. Marc Aurèle, chaque matin, terminait son introspection par un retour au devoir, que cette journée soit droite, lucide, alignée. Même si tout vacille autour, moi je tiendrai. Il ne cherchait pas la perfection, il scellait son rôle, il fermait la boucle intérieure. Aujourd'hui, la psychologie comportementale valide l'impact de ce type de rituel. C'est ce qu'on appelle une intention d'implémentation, une formulation claire de ce que tu vas incarner. Des études, notamment celle du docteur Peter Gollwitzer, ont démontré que formuler une promesse mentale augmente de 91% la probabilité de passer à l'action concrète. Ce n'est pas une affirmation vague, c'est un engagement spécifique, stable, éthique. Et surtout, c'est une manière de reprendre ton autorité intérieure. Parce qu'il faut le dire, si tu ne décides pas qui tu veux être aujourd'hui, tu seras le reflet de ce que le monde attend de toi. Et c'est exactement là que tu perds ton énergie, ton axe, ta dignité silencieuse. Faire un serment intérieur, c'est comme allumer une flamme qu'on portera toute la journée. Elle ne t'éclaire pas tout le chemin.
mais elle rappelle la direction, surtout quand il fait gris. Et ce serment, il peut prendre différentes formes. Certains choisissent une phrase, comme Denzel Washington, qui répète chaque matin « Ease is a greater threat to progress than hardship ». La facilité est un piège plus dangereux que l'épreuve. C'est sa ligne. Il la garde avec lui, discrète, mais solide. Et il agit en accord avec. D'autres choisissent une posture intérieure. Le stoïcien moderne Donald Robertson, dans ses travaux sur la discipline d'Épictète, explique que s'engager mentalement à maintenir une seule vertu pendant la journée, que ce soit la patience, le courage ou l'honnêteté, transforme notre capacité à résister aux automatismes. C'est un point d'ancrage. Tu ne peux pas tout gérer, mais tu peux tenir une seule valeur. La neuroscience le confirme. Quand on commence la journée avec un engagement moral personnel, même silencieux, l'activité du cortex singulaire antérieur est renforcée, une zone du cerveau liée à l'autorégulation émotionnelle et à la prise de décision cohérente. Autrement dit, tu trahis moins ce que tu veux vraiment. Et ce qui est fascinant, c'est que ce simple serment agit aussi en situation de tension. Dans les moments où tu pourrais céder à la colère, au découragement, à l'impatience, tu te souviens, pas d'une règle extérieure, d'un pacte que tu as passé avec toi-même. C'est ça, le vrai pouvoir stoïcien, se rendre des comptes à soi avant de se les faire demander par les autres. Et tu n'as pas besoin d'un long texte ou d'une formule sacrée. Tu peux juste te dire, chaque matin, avec sincérité, « Aujourd'hui, je resterai digne, même si les autres ne le sont pas. Aujourd'hui, je ne fuirai pas ce que je dois affronter. Aujourd'hui, je ne m'oublierai pas. » Tu peux changer, tu peux adapter, tu peux l'écrire ou le murmurer, mais tu dois le ressentir, car ce moment-là, il est à part. Il ne dépend pas de ton emploi du temps, il ne dépend pas de ta motivation, il est ton sceau. Et quand tu ressens cette promesse non comme une contrainte, mais comme un rappel de ton axe, tu accèdes à une paix étrange. Pas une paix douce, une paix solide, celle qui ne dépend pas des autres, celle qui n'a pas besoin de validation extérieure, celle qui te rend invisible au chaos, parce que tout autour peut changer, hurler, brûler. Mais toi, tu sais pourquoi tu es là, et tu sais ce que tu as promis, à personne d'autre qu'à toi-même.